La Russie a besoin d'aide, une Russie désespérée a décidé de se tourner directement vers ses alliés pour progresser dans une guerre qui s'enlise après près de 34 mois d'opérations militaires spéciales en Ukraine. Non, pas la Chine, bien que le pays asiatique ait été extrêmement utile à Poutine pour contourner les sanctions économiques imposées par la majorité du monde occidental et pour continuer à faire fonctionner sa machine militaire pendant que le conflit s'éternise. Nous parlons de la Corée du Nord, un pays instable mais fermé. En envoyant plus de 10 000 hommes à Kourorsk, théâtre de la plus grande défaite de guerre russe, la Corée du Nord a directement répondu à son besoin de soutien de la part de l'un de ses rares alliés étrangers. Il est toutefois peu probable que les soldats eux-mêmes reçoivent beaucoup de reconnaissance pour leurs activités, même si les dirigeants nord-coréens espèrent acquérir une expérience militaire et un prestige significatif en déployant leurs troupes dans une zone de conflit active. Ils auront de la chance si leurs efforts sont reconnus. Comme vous pouvez le constater, la Russie n'aura probablement pas beaucoup d'utilité pour les troupes nord-coréennes qui se trouvent probablement à Kourorsk. Pire encore, selon les informations des services de renseignement ukrainiens, la majorité de ces troupes ne seront formées que pendant quelques mois et périront probablement pendant le conflit sans que la Corée du Nord ou la Russie n'en profitent entre-temps. La situation des soldats nord-coréens envoyés à Koursk est en fait bien pire que celle des prisonniers nord-coréens dans les camps de travail du pays. Nous pouvons consulter des rapports détaillés des Nations Unies pour nous faire une idée de la taille des prisons ou des camps de travail nord-coréens et des conditions qui y règnent. Ces rapports ont été élaborés à partir de témoignages et d'entretiens avec d'anciens détenus qui ont eu la chance de survivre au calvaire et soit d'être libérés, soit de s'échapper des prisons et de réussir ensuite à quitter complètement la Corée du Nord. Le dernier rapport de ce type, publié en juillet 2024, s'est appuyé sur 183 entretiens réalisés entre 2015 et 2023. Cela suggère que seulement 23 personnes environ ont réussi à s'échapper des camps de travail de Corée du Nord chaque année. Comme nous ne disposons pas de statistiques précises sur le nombre de prisonniers hébergés dans les camps, leur capacité maximale et d'autres chiffres pertinents, il est très probable qu'un plus grand nombre de personnes aient effectivement survécu au camp. Néanmoins, les déclarations de l'ONU, avec le nombre relativement faible de survivants, dressent un tableau terriblement sombre des conditions dans les camps. Selon Volker Turk, le représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme, les prisonniers sont contraints de travailler dans des conditions épouvantables, souvent dans des industries dangereuses, sans compensation, sans liberté de choix, sans possibilité de démissionner, sans protection, sans soins médicaux, sans vacances, sans nourriture ni logement. Ils sont souvent battus et maintenus sous surveillance constante et les femmes sont toujours exposées au risque d'agression sexuelle. Le traitement des détenus peut être caractérisé par 6 critères différents. Les travaux obligatoires et ordonnés par le gouvernement du pays, souvent sans rémunération, la convocation au service militaire, le service dans la brigade de choc, le travail forcé dans le camp et la mobilisation pour des travaux dans le pays et à l'étranger sont des exemples de détention au travail. Ces 6 catégories présentent toutes plus de caractéristiques les unes que les autres, même si le rapport des Nations Unies énumère les nombreuses différences entre ces types d'emplois, y compris les détails précis sur la façon dont le travail est effectué et comment chaque prisonnier peut être affecté à un poste spécifique. Selon les études, par exemple, presque tous les cas de travail forcé, que ce soit sur place ou dans un camp, étaient basés sur le fait que les travailleurs étaient soumis à des conditions extrêmement dures, souvent avec peu ou pas d'intimité ou de liberté de mouvement. La situation alimentaire était particulièrement mauvaise, selon certains fugitifs. Ils ne recevaient que 90 grammes de maïs par jour. Certaines sanctions en Corée du Nord vont au-delà des liens familiaux et des générations, ce qui aggrave le travail forcé et la pénurie alimentaire persistante. Des générations entières d'une même famille peuvent être condamnées ensemble aux travaux forcés à perpétuité dans des camps de travail, ce qui fait d'elles des ennemies les unes des autres. Des prisonniers peuvent être envoyés dans des camps de travail en raison des actions de leurs proches parents. En raison du rationnement strict de la nourriture et des divisions imposées par les gardiens parmi les détenus, il deviendrait de plus en plus avantageux de faire des rapports sur votre famille et de s'attirer les faveurs des gardiens. Pensez à la tristement célèbre histoire de Shin In-gwen qui montre comment l'endoctrinement et les abus psychologiques et physiques dans les camps ont eu un effet particulièrement négatif sur les enfants. Shin s'accommodait si bien de la vie en prison qu'il considérait que les gardiens étaient bien meilleurs que sa propre famille. Shin a en effet été autorisé à naître dans le camp pour que les soldats puissent soi-disant récompenser son père pour ses capacités de travail. Shin a raconté aux gardes les préparatifs d'évasion de son frère et de sa mère, à la suite de quoi ils ont été tués. La faim essentiellement sans limite que les détenus devaient endurer constituait la base de l'ampleur des mauvais traitements dans les camps de prisonniers. Comme s'ils étaient en concurrence pour des ressources alimentaires déjà limitées,
Les détenus sont rapidement devenus jaloux ou hostiles envers les autres détenus lorsqu'ils risquaient de manger nettement moins que ce qui est habituel pour un être humain. Dans leur conclusion, les Nations Unies ont explicitement qualifié de violation des droits humains fondamentaux la combinaison de mauvais traitements physiques et de torture avec la faim. Ces éléments étaient souvent réunis et faisaient essentiellement des détenus des enveloppes d'eux-mêmes. Selon une interview avec un ancien détenu, ils pouvaient être affamés au point de perdre des centaines de livres en un mois. Il a été calculé que le poids d'un détenu était passé de 132 livres à seulement 82 livres. La nourriture, principalement composée de son de riz et de maïs, a été comparée négativement à de la nourriture pour animaux, ce qui a forcé de nombreux détenus à manger des cafards, des rongeurs et d'autres vermines présentes dans les complexes agricoles des camps. L'ampleur des atrocités commises dans les camps nord-coréens, en particulier avant le début du siècle, restera probablement un sujet de controverse pendant de nombreuses années. Les conditions dans les camps de prisonniers nord-coréens se sont toutefois progressivement améliorées en raison de la pression extérieure exercée par l'ONU, probablement renforcée par la pression exercée par la Chine et la Russie, les deux voisins et alliés de la Corée du Nord. Une interview d'un prisonnier ayant séjourné à 2 reprises dans l'un des camps, une fois en 2000 et à nouveau en 2017, le confirme. Même si son traitement était horrible d'un point de vue objectif, il a montré que les prisonniers nord-coréens avaient probablement de bien meilleures chances de survie ces dernières années qu'au début du siècle, même si ces chances étaient bien plus faibles que ce que l'on pourrait qualifier de typique dans une société civilisée. En particulier, la personne interrogée a même décrit certaines parties de son traitement lors de sa 2e incarcération comme un environnement sans stress. Cela est cohérent avec les mauvais traitements psychologiques et physiques continus qui font que les détenus s'habituent et s'adaptent aux actions de leurs ravisseurs. En substance, même de petites faveurs comme l'obtention de couvertures en hiver lorsque les températures en Corée du Nord sont descendues à moins 10 degrés Fahrenheit ont été considérées comme des améliorations majeures de leur bien-être lorsque tant de choses leur ont été refusées. Comme nous l'avons déjà mentionné, la Corée du Nord a également recours au travail forcé en dehors des camps de travail. Pour les habitants du pays, le service militaire obligatoire peut également être une expérience éprouvante. Selon la loi, toutes les femmes doivent de servir 5 ans et tous les hommes 8 ans. C'est encore mieux que les critères précédents qui prévoyaient 7 ans pour les femmes et 10 ans pour les hommes. Avec 1,32 million de militaires actifs, la Corée du Nord dispose de l'une des plus grandes armées du monde en raison de la durée absurde du service militaire qui s'appliquait à la grande majorité de la population. Comparons ce chiffre avec les effectifs militaires des pays les plus puissants du monde. La Chine compte plus de 2 millions de militaires actifs, les États-Unis ont un peu plus de 1,32 million de militaires actifs, tandis que l'Inde en a environ 1,4 million. La population réelle dans son ensemble offre toutefois un tout autre point de vue. Les États-Unis comptent environ 330 millions d'habitants, tandis que la Chine et l'Inde en comptent environ 1,4 milliard. En revanche, la population de la Corée du Nord n'est que de 26 millions. En raison de sa longue période de service militaire obligatoire, la Corée du Nord est sans aucun doute l'un des pays les plus militarisés au monde. De plus, une partie considérable de sa population a déjà effectué son service militaire et peut être appelée en temps de conflit. On estime qu'environ un tiers de la population nord-coréenne, soit quelques 8 millions de personnes, pourrait être mobilisée en cas de conflit. Bien que le nombre de soldats actifs laisse penser que la Corée du Nord dispose d'une armée forte, la situation ne correspond pas à cette perception. En s'attendant à ce que les soldats fournissent à l'État une source constante et fiable de main-d'œuvre gratuite, souvent dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, le gouvernement ne traite les conscrits que de manière légèrement plus favorable que ceux des camps de travail. Selon les estimations des Nations Unies, les soldats manquent souvent des besoins humains de base tels que la nourriture, l'eau, le logement et même les soins de santé, de sorte que les conditions de travail ne sont pas différentes de celles des camps de travail. Selon certaines études des Nations Unies, la tuberculose est particulièrement fréquente chez les conscrits et l'Organisation mondiale de la santé a classé l'ensemble du pays comme étant à haut risque de contracter la maladie en 2023 en raison du manque d'accès à des soins médicaux modernes. La tuberculose et d'autres maladies infectieuses sont comparativement plus fréquentes en Corée du Nord. Après l'épidémie, certains programmes destinés à importer en permanence des médicaments antituberculeux ont cessé de fonctionner, ce qui n'a fait qu'aggraver le problème. Le soldat nord-coréen type n'est probablement pas du tout préparé à une véritable situation de combat en raison de la combinaison d'un travail acharné, d'un niveau de vie inférieur à la moyenne et d'un accès limité aux produits de première nécessité, sans parler du fait que le pays ne dispose pratiquement d'aucune formation moderne. Lorsque la guerre de Corée a pris fin et que les 2 États successeurs et leurs alliés ont établi la zone démilitarisée de Corée en 1953, la Corée du Nord était le dernier pays impliqué dans les hostilités. Depuis lors, l'Union soviétique, un État qui a cessé d'exister en 1991, a essentiellement construit l'armée de la Corée du Nord grâce à ses méthodes d'équipement et à sa doctrine. La majeure partie de l'équipement
militaire de la Corée du Nord, y compris les faibles stocks de chars, d'avions, de véhicules de soutien d'infanterie et d'artillerie datent de l'époque soviétique. Comme ces véhicules ont été importés d'Union soviétique, ils ont probablement été entretenus et peut-être même légèrement améliorés par rapport à leur conception initiale. Il n'en reste pas moins que la majeure partie de l'équipement militaire de la Corée du Nord a entre 40 et 80 ans, ce qui la place loin derrière les forces armées modernes ou même celles des pays émergents. En raison de la vétusté de leurs véhicules et de leur manque d'expérience au combat, les nouvelles troupes nord-coréennes dépendent de la formation que les dirigeants peuvent grappiller auprès de leurs deux voisins. En outre, il est peu probable qu'elles aient développé de nombreux exercices communs ou des méthodes d'entraînement actualisées, étant donné que la Chine et la Russie ont toutes deux réduit leur financement pour le pays au cours des dernières décennies. Tout cela suggère que les troupes nord-coréennes sont très en retard par rapport à leurs homologues occidentales et qu'elles utilisent des armes et des stratégies obsolètes qui n'ont probablement plus leur place dans les conflits actuels. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les soldats que le pays a envoyés à Koursk en novembre pour mener la guerre de Poutine? La Corée du Nord a probablement envoyé certains de ses meilleurs soldats. Ces troupes sont probablement issues des branches les plus prestigieuses de l'armée, où la formation est plus facilement disponible et où la torture est moins répandue que dans les camps de prisonniers et pendant le service militaire obligatoire. Le risque de voir leurs familles envoyées dans des camps de travail a probablement fait pression sur les troupes pour qu'elles rejoignent les forces du Koursk, même si elles ne se sont pas engagées dans l'opération. Comme nous l'avons déjà mentionné, la punition des familles sur plusieurs générations est une pratique courante en Corée du Nord. Cela signifie probablement que les soldats sont surveillés de près quant à leurs actions et leur comportement au sein de l'armée russe et qu'ils sont, pour ainsi dire, tenus en laisse en ce qui concerne leurs capacités. Certaines troupes sont peut-être prêtes à s'engager dans une guerre parce qu'elles pensent que cela améliorera leur statut social. La Russie verse à la Corée du Nord 2000 $ US par mois pour chaque soldat, ce qui représente probablement 100 fois le salaire moyen en Corée du Nord. C'est le même montant que la Corée du Nord verserait à un conscrit russe local. Les familles des soldats restés au pays pourraient ainsi toujours bénéficier d'une part importante de leur solde, même si le gouvernement nord-coréen en retenait 90%. Dans certains cas, leur mort apporterait à leur famille un prestige social et des honneurs considérables en Corée du Nord, ce qui pourrait indiquer que le pays commencerait à un moment donné à envoyer des troupes supplémentaires. Quelles que soient les raisons qui ont conduit les forces nord-coréennes à Koursk et les avantages qu'elles pourraient en tirer, elles seront néanmoins confrontées à des défis potentiellement insurmontables dans leur conflit avec l'Ukraine. Tout d'abord, il est possible que les soldats nord-coréens ne parlent pas russe. Les locuteurs natifs russes ne savent tout simplement pas quoi faire avec leurs partenaires nord-coréens s'ils ne peuvent qu'à comprendre que les instructions verbales et non verbales les plus basiques, comme le montrent les conversations entre soldats russes interceptés par les services de renseignement ukrainiens. Selon la même enquête, la Corée du Nord utilisera probablement des officiers supérieurs ou des traducteurs spécialisés comme intermédiaires, mais cela n'aura probablement pas d'impact significatif sur la coopération et la cohésion de l'unité. Il est tout à fait possible que des soldats russes ordonnent à leurs camarades nord-coréens de se mettre en danger et, si nécessaire, de les utiliser comme appât ou leurre. Cela pourrait entraîner des taux de survie extrêmement faibles pour les troupes mixtes russo-nord-coréennes, en particulier pour les soldats nord-coréens. Le deuxième problème est le manque de formation. Selon des rapports en provenance du front, l'Ukraine n'a pas encore rencontré un nombre significatif de forces nord-coréennes à Koursk, ce qui laisse penser que la Russie est encore, du moins en partie, prête à les préparer à l'attaque imminente. Il est toutefois peu probable que ces deux différences militaro-technologiques et tactiques puissent être résolues et en quelques mois. Si l'on ajoute à cela l'exigence que les officiers nord-coréens forment des Nord-Coréens en raison de problèmes linguistiques, il est probable que le programme de formation sera au mieux insuffisant et inefficace. Les nouvelles techniques introduites et peut-être même affinées pendant la bataille en Ukraine seront particulièrement difficiles à gérer pour les troupes nord-coréennes. Combat de drones, des tactiques basées sur l'infanterie à courte portée aux tirs d'artillerie à moyenne portée et aux attaques ciblées à longue portée profondément en territoire russe, l'armée ukrainienne a commencé à utiliser des drones dans toutes les formes de conflits militaires. Grâce à l'ampleur, à la taille et à la diversité des drones utilisés, l'Ukraine a essentiellement évité d'avoir besoin d'une marine et d'une force aérienne importante. En fait, des drones kamikazes récemment développés et déployés en mer ont joué un rôle en forçant la flotte russe de la mer Noire à évacuer vers la Crimée en novembre 2022. Pour compliquer les choses, l'Ukraine a intégré différents types de drones dans des unités entières et utilise des relais à distance pour les drones à courte portée, les drones à vue à la première personne et les drones à longue portée comme des yeux dans le ciel. Cela permet à l'Ukraine de modifier radicalement les conditions d'engagement à son avantage et de détruire les soldats russes à peu de frais ou avec peu d'impact sur ses propres forces armées.
En termes simples, l'armée nord-coréenne manque de la formation et de la préparation nécessaires pour un conflit de cette ampleur et de cette dépendance technique. L'utilisation de drones par l'Ukraine à Koursk prendra totalement par surprise des troupes qui ne sont probablement même pas suffisamment formées aux tactiques basées sur l'infanterie. Elles seront sans défense face à un adversaire capable de les cibler par le haut, de les poursuivre à travers des zones fortifiées et même d'utiliser un seul drone kamikaze stratégiquement placé pour détruire des véhicules blindés. Comme nous l'avons déjà mentionné, les officiers et les soldats russes en profiteront probablement pleinement, ce qui ne sera pas à l'avantage des troupes nord-coréennes. Malheureusement, l'utilisation de soldats nord-coréens comme appâts humains est le résultat le plus probable des affrontements militaires à Kursk. Les Russes garderont probablement les soldats nord-coréens et russes séparés et ne leur fourniront pas de formation, d'instruction ou d'équipement de défense afin d'augmenter leurs chances de survie. Une fois que l'Ukraine aura pointé ses drones sur les nord-coréens, ces soldats seront livrés à eux-mêmes. Si l'Ukraine est en mesure de développer sa technologie de drone au point de dépasser la portée de l'artillerie soviétique ordinaire, les soldats russes pourraient tenter de localiser les centres de commandement des pilotes de drones ukrainiens et de lancer des attaques à longue portée contre eux. En d'autres termes, si les Nord-Coréens sont un jour entièrement déployés à Koursk, ils seront probablement tués par centaines. Selon le ministère ukrainien de la Défense et les services de renseignement militaire, le taux de survie à long terme est d'environ 10%. Le taux de survie dans les camps de travail nord-coréens serait de 75%, mais les chiffres exacts ne sont pas disponibles. Comparé au taux de survie attendu des soldats nord-coréens en Russie, il est bien plus élevé. Les Nord-Coréens seront probablement contraints de s'engager en grand nombre car la Russie continue de perdre des soldats et c'est plus une question de temps que de possibilités. L'Ukraine affirme tuer plus d'un 300 soldats russes par jour, soit plus que ce que la Russie a perdu chaque jour pendant la désastreuse campagne d'été et la première invasion de Koursk. Si cela continue, le groupe initial de 10 000 Nord-Coréens stationnés à Koursk pourrait être complètement anéanti en quelques mois. En outre, il existe un autre scénario qui pourrait s'avérer tout aussi terrible pour les soldats nord-coréens. Ils pourraient être utilisés comme troupes d'essai et de construction. La construction étant déjà une condition de la conscription en Corée du Nord, la Russie pourrait utiliser ses soldats pour fortifier les lignes de front et creuser des tranchées. Le potentiel de mérite, le statut ou même l'accès aux installations que l'armée russe met à la disposition de ses soldats pourrait ainsi se dégrader considérablement. En bref, les soldats nord-coréens seraient d'un moins bien traités que les conscrits russes laissés à leur poste à Koursk et qui se sont rendus lorsque le premier groupe de soldats ukrainiens s'est approché. Si cela se reproduit, le gouvernement nord-coréen pourrait traiter les troupes encore plus mal, non pas parce que les Ukrainiens les capturent, mais parce qu'ils pourraient les considérer comme des transfuges et punir leurs familles. Au lieu de cela, les forces nord-coréennes pourraient simplement servir de troupes de choc pour les forces russes et nord-coréennes afin de tester des défenses ou des armes, notamment pour compenser l'avantage de l'Ukraine en matière de drones. Cela pourrait indiquer qu'ils sont plus souvent ciblés comme des cibles dont on peut se passer que la population russe locale. La Corée du Nord acquérait une expertise importante en matière de tactique et d'armes modernes qu'elle recevrait certainement de la Russie en échange de plus de troupes que Poutine pourrait utiliser dans sa guerre contre l'Ukraine. En fin de compte, certains soldats considéreront leur engagement en Russie comme un honneur, mais dans la pratique, ils seront probablement traités comme du bétail. La Russie souhaite récupérer tout le territoire qu'elle a perdu à Koursk avant d'entamer des discussions sur des accords de paix, de sorte que Poutine y enverra certainement les troupes nord-coréennes le plus rapidement possible. Pour beaucoup de ces soldats, ce sera la dernière fois qu'ils interagiront avec l'armée ukrainienne. Qu'en pensez-vous? La guerre sera-t-elle vraiment influencée par les troupes nord-coréennes? Merci beaucoup de nous regarder. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans la zone de commentaires ci-dessous.